Merci à vous pour l'invitation. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout du sujet en tant que tel. Moi, la question des formations, par contre, je maîtrise un petit peu mieux. Donc, je vais essayer de vous parler de cette thématique-là. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront, effectivement, de revenir sur ce que sont les troubles du développement intellectuel. Ça serait malvenu aujourd'hui. Il me semble néanmoins nécessaire, en préambule à mon propos, de souligner l'intrication qu'on a entre les discussions scientifiques autour de la classification des troubles et les conséquences sur la forme et le fond des formations proposées aux professionnels. Alors moi, j'ai plutôt m'intéresser aux formations des professionnels dans le cadre de formations continues. J'interviens en tant que formateur à plusieurs niveaux auprès de tous les types de professionnels quasiment, c'est-à-dire que ça va aller des éducateurs spécialisés, voire des AS aussi, aux directeurs d'établissements également. Donc voilà, je vais avoir un petit peu une vision un peu panoramique autour de ça. Je voulais donc souligner cette intrication puisque du point de vue théorique, il y a quand même de multiples travaux sur la maladie mentale qui ont conduit à de légitimes débats d'experts, souvent médicaux, mais dont les conséquences pour l'accompagnement ont pu, par le passé, être potentiellement dommageables. Première incidence, ne plus savoir de quoi l'on parle et faire passer les débats d'experts avant les intérêts des personnes. Alors, je ne discuterai pas ici des éléments récents, ou je discuterai plutôt d'ailleurs que des éléments récents. Handicap mental, maladie mentale, handicap psychique, troubles du neurodéveloppement, TDI, tout simplement. Pour le béotien, il y a de quoi y perdre son latin, vous l'avouerez, néanmoins. Il y a de nombreuses formations qui sont liées finalement à ces termes que je viens d'évoquer et qui posent des vraies questions de fond sur le contenu et la qualité des formations qui sont diligentées. On a des formations qui fleurissent dans les catalogues, qui témoignent de flou qui existent actuellement. Alors je rappelle que si aujourd'hui la qualification de TDI, elle fait évidemment consensus et qu'elle est une composante des TND, évidemment, le juriste qui sommeille en moi rappellera que notre législation actuelle ne fait pas droit à ces conceptions. Le droit n'a pas du tout encore entériné le terme TND, tout simplement. On est pour l'instant encore sur les conceptions qui sont issues de la loi de 2005. Et les conceptions qui sont issues de la loi de 2005, c'est handicap mental, handicap psychique et handicap cognitif, si on reprend la définition du handicap. TND n'y apparaît pas, TDI n'y apparaît pas non plus. D'ailleurs, la question même de raisonner par typologie de handicap aujourd'hui est particulièrement questionnée. Je citerai juste les rapports de l'ONU pour ceux qui les connaissent. Rapports de l'ONU il y en a plusieurs, notamment en 2021, qui carrément jetaient l'opprobre, si ce n'est plus, sur notre définition du handicap en France et nous invitaient, et là je suis gentil en disant le terme et en utilisant le terme invité, nous pousser très fortement à changer notre définition de la loi de 2005, notamment dans sa capacité ou son incapacité à classer par typologie de handicap. Classer des personnes dans telle ou telle catégorie de troubles, cela a parfois pu générer des accompagnements pour le moins inadéquats pour les personnes. Et je souhaiterais, comme tant d'autres avant moi, attirer l'attention de l'ensemble de la communauté scientifique et des professionnels sur la nécessité de penser, alors bien entendu, l'approche étiologique, la nécessaire ontologie des troubles, et de continuer à travailler à la dimension épistémologique. Mais surtout, à garder à l'esprit que la personne n'est pas qu'une catégorie scientifique. Elle est avant tout un individu doué d'une capacité, même si elle est altérée, à désirer des choses par et pour elle-même. Et s'il y a bien des formations qui travaillent et qui mettent en travail cette question, ce sont les formations liées à l'autodétermination. Aujourd'hui en tout cas. Les effets catalogues peuvent être délétères pour les personnes et les formations actuelles continuent pourtant de faire la part belle aux logiques de classification par type de handicap. Il faut sans doute parvenir à dépasser la question des classifications et des catégorisations pour se concentrer sur des thématiques beaucoup plus essentielles, à savoir ce que souhaite la personne et comment repérer et faire émerger le désir lorsqu'il est invisible ou qu'il paraît inexistant. Pourquoi? Parce qu'il y a finalement un effet pervers au rattachement d'une personne à un trouble. C'est la prédictibilité de l'accompagnement que cela peut générer. À tel type de trouble correspond tel type d'outils, d'accompagnement et de professionnels. Ce qui est éminemment critiquable, ce n'est pas l'existence des outils, c'est l'automatisation de la réponse que cela peut engendrer entre le rattachement à une catégorie de trouble et les solutions automatiques que cela génère mécaniquement. Alors trop souvent, évidemment, ce que j'indique là et tire un peu sur la caricature, évidemment, mais néanmoins, on a bien cette automatisation. On peut prendre la question et la thématique notamment des recommandations de bonne pratique.
Effectivement, elles permettent d'avoir un certain nombre d'outils à disposition des professionnels, mais elles ont aussi parfois tendance à générer des logiques d'accompagnement qui sont parfois discutables, puisqu'elles viennent des fois gommer aussi les spécificités de chaque individu. Alors on pourrait croire aujourd'hui que le passage de personnes en situation de handicap de la qualité d'objet, qu'on avait mis pendant très longtemps, hein, à la qualité de sujet de droit est un acquis. Mais si on regarde la réalité des formations telles que moi, en tout cas, je peux en pratiquer de manière régulière. Ce matin, par exemple, j'étais sur une formation où on a travaillé la question du besoin avec des professionnels de terrain. On s'aperçoit quand même qu'il y a une difficulté à incrémenter finalement la qualité de sujet de droit dans les pratiques des professionnels. Pas par mauvaise volonté de la part des professionnels, mais souvent par difficulté à bousculer un certain nombre de représentations que des professionnels ont pu avoir, notamment dans le cadre de leur formation initiale, par exemple. De fait, l'autodétermination, donc, qui est certainement l'une des formations les plus adaptées, ou en tout cas aujourd'hui de ce qu'on peut constater dans le catalogue des formations qui existent, qui est sans doute une des formations les plus adaptées pour pouvoir travailler et mettre en travail cette question du désir des personnes, cette question, cette nécessaire interrogation autour de que souhaite une personne, que veut-elle faire, qu'imagine-t-elle pour elle-même, finalement. On s'aperçoit qu'il y a une démultiplication des offres de formation, qui sont certainement de plus en plus performantes d'ailleurs autour de la question de l'autodétermination, mais celles-ci peinent pourtant, alors de mon point de vue du moins, hein, à s'incrémenter dans les pratiques des professionnels au quotidien. Et la cause de cette difficile incrémentation réside notamment dans l'un des écueils classiques finalement des formations actuelles sur l'autodétermination. C'est que finalement elles permettent de mettre en évidence et en travail la nécessité de penser l'accompagnement par le prisme des besoins des personnes, mais elles ne vont pas suffisamment loin, certainement, puisqu'en fait, elles vont permettre d'ériger et de mettre en évidence qu'il faut absolument faire une formation et qu'il faut absolument travailler autour de la question des désirs des personnes, de ce qu'elles souhaitent faire, de ce qu'elles envisagent de faire, de ce qu'elles ont envie de faire. Ça permet de le mettre en évidence, mais par contre, ça ne permet pas d'avoir des outils, ou très peu, des outils très opérationnels permettant de mettre en travail cette question du désir au quotidien dans les pratiques. Donc finalement, la plupart des professionnels sortent des formations convaincus de la nécessité de mettre en œuvre l'autodétermination. Mais elles sont souvent dans l'incapacité d'en assurer une mise en œuvre réelle, notamment parce que cela questionne les représentations du monde dont dispose chaque professionnel. Cela dépasse donc le cadre de la simple formation, cela questionne l'ensemble des croyances qui guident l'action du professionnel et suppose que le professionnel ait la capacité de prendre la distance par rapport à sa propre représentation du monde et dispose d'une grande neutralité vis-à-vis des attentes de la personne. Le risque sinon est celui de l'arbitraire du professionnel qui s'impose mécaniquement aux personnes les plus vulnérables. C'est une réelle limite à l'autodétermination, limite que les formations ne peuvent que partiellement lever puisque cela touche aux conceptions fondamentales de chaque professionnel et au système de croyance de chaque professionnel. Merci pour ce moment. Je vais illustrer peut-être pour être un peu plus clair, parce que peut-être que je ne suis pas suffisamment explicite dans ce que j'indique. Je vais prendre un exemple, le cas d'une formation que j'ai animée il y a peu de temps, où on se retrouve effectivement autour de cette difficile incrémentation, je dirais, en fait, de la nécessité de penser et de réfléchir à l'autodétermination. L'exemple est le suivant. Alors un exemple concret, que j'ai exercé des fonctions de direction et il y a un certain temps de ça, et donc là je vais prendre un exemple très, très concret et opérationnel qu'on avait pu rencontrer. On a une jeune fille qui est accueillie dans un IME. Cette jeune fille, elle a un rêve, elle a un objectif qu'elle s'est fixé elle-même, sans qu'on ait besoin de lui demander. Cet objectif, il est de devenir pilote d'avion de chasse. De prime abord, cet objectif peut paraître assez éloigné de la réalité de ce qui est envisageable pour elle, évidemment. On peut se dire on tape à côté, que c'est impossible. Et il y a une forte probabilité, en tirant un peu sur la caricature, pour que les formations qui aient été diligentées il y a une vingtaine d'années, en tout cas autour de ces questions-là, aient amené les professionnels à plutôt imaginer, se dire et réagir à cette solution en se disant, bon ben voilà, on va mettre plutôt cette question-là de côté pour la personne, ou lui donner les moyens
de penser à une autre solution que celle-là. Quelque part, on va réorienter son rêve, éventuellement, voire, et ça a pu arriver malheureusement trop souvent, carrément éteindre ce rêve en disant « ça n'est pas envisageable, ça n'est pas possible pour toi ». Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'une formation que j'ai animée il y a peu de temps, où je indiquais aux professionnels comment auriez-vous réagi, tout simplement par rapport à cette jeune fille qui fait cette demande. Évidemment, dans le cadre de l'autodétermination, par rapport à cette demande, vous comprenez bien que l'idée est de dire, bon ben voilà, comment je pars de ce désir-là qui certes peut paraître complètement à côté de la plaque, ou complètement en tout cas irréalisable pour la personne, comment je pars de ce désir pour construire l'accompagnement. L'autodétermination, c'est ce que ça nous amène à faire, c'est ce que ça nous amène à penser et à réfléchir. C'est comment de ce désir-là, je vais réussir ensuite à imaginer un accompagnement qui soit adapté finalement à cette thématique, à cette idée-là qu'elle a. Dans le cadre de la formation que j'ai animée, je me suis pris immédiatement une levée de bouclier. Raison, évoquée tout à l'heure par d'ailleurs un des intervenants, et ça m'a fait sourire, il ne faut surtout pas mettre la personne en situation d'échec. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je peux même le lier à la présentation qui a été faite ensuite par M. Pry, où là, on avait la question aussi, celle de savoir finalement corriger finalement les erreurs, par exemple, qui, à mon avis, vont un petit peu de pair avec la question de l'échec, mais qui nous pose une vraie question de fond. Finalement, est-ce qu'on respecte la personne, ses envies, ses désirs, en l'empêchant de réfléchir à son rêve et en n'expérimentant pas d'elle-même le fait de savoir si c'est possible ou pas, en déterminant pour elle ce qui est bon ou pas. Je reprends le classique, le fondamental de ce qu'on a pu avoir dans nos formations. D'ailleurs, classique d'éducateurs spécialisés, on a souvent cette thématique qui revient, cette idée qu'il ne faut pas les mettre en situation d'échec. Alors je vais prendre trop de temps, je le sens, pardon. J'ai l'habitude de faire des conférences un peu plus longues, pardon, là aussi. Donc je vais juste... je trouve que l'exemple était suffisamment parlant pour dire que voilà, aujourd'hui, on a bien la nécessité de travailler la question de l'autodétermination. On a bien des formations qui vont dans ce sens-là. On a bien des actions qui sont imaginées dans ce sens-là, mais la difficulté réside grandement dans la capacité des professionnels à se saisir concrètement des incidences et des implications et des intrications que cela a dans leur quotidienneté, dans leur travail au quotidien. Et sur ce point-là, il me semble qu'on peut essayer d'imaginer à minima un certain nombre de points de formation qui peuvent permettre éventuellement d'aller un peu plus loin, de dépasser ça. Comment on pourrait éventuellement essayer de dépasser cette difficulté où en fait on en vient partiellement à gommer le rêve, le levier principal de la personne finalement pour pouvoir agir. Comment on en vient des fois potentiellement à gommer ça en niant clairement finalement l'autodétermination et en ne la rendant pas possible. Il me semble qu'il y a deux points qui pourraient, en tout cas en termes de formation, permettre d'aller un peu plus loin. La première chose, c'est de rendre plus cohérent l'ensemble des formations des professionnels. On s'aperçoit qu'on a des formations à l'autodétermination. Moi, je fais des formations sur la bientraitance, je fais des formations autour de la question du besoin, je fais un certain nombre de formations et au final, on s'aperçoit que ces formations, elles ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Elles ne sont pas liées ou très peu finalement, alors que pourtant, si je traite la question de la bientraitance, je peux tout à fait traiter de la question aussi, en tout cas faire des liens et des ponts avec la question de l'autodétermination. Si on veut que l'autodétermination demain soit l'ADN ou soit constitutif de l'ADN du secteur médico-social, il est nécessaire que ça infuse dans toutes les formations, quelles qu'elles soient. Et il me semble que là, on gagnerait en cohérence à faire en sorte que toutes les formations travaillent ou fassent un lien et un pont avec la question et la thématique de l'autodétermination. Ça, c'est une première piste, peut-être, pour essayer d'améliorer un peu tout ça. Et puis, il y a une deuxième piste qui vient de la réalité des pratiques, c'est que souvent, lorsqu'on fait des formations, c'est un one-shot à un moment donné. Et ce one-shot qui va être fait n'est pas suivi d'effet dans la durée. Et donc, conclusion, les professionnels sont convaincus à un moment donné, mais peut-être finalement finissent par ça s'étiole avec le temps. Il faut absolument revenir de manière régulière pour pouvoir recommencer à réaffirmer les choses autour de la question de l'autodétermination. Et peut-être y a-t-il une piste du côté des formations en situation de travail, ce qu'on appelle les AFEST. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de formation, mais c'est ces formations qui sont vraiment très différentes de celles qu'on connaît jusqu'alors, mais qui ont vraiment un intérêt particulier, me semble-t-il, pour les professionnels. C'est qu'en fait, vous avez à la fois un formateur extérieur et vous avez une personne qui est formée en continu dans l'établissement via ce formateur. Et au fur et à mesure
Donc, en continu, c'est vraiment au fil de l'eau. Ce n'est pas uniquement à un moment donné, mais la formation, en fait, elle va se répéter tous les mois, etc. Et on va travailler, c'est presque de la formation, plus que de la formation action, en fait. Ce sont des formations où, clairement, le professionnel va pouvoir réinterroger ses pratiques en continu. Et en plus, ça présente un deuxième intérêt, me semble-t-il, c'est que ces formations vont pouvoir ensuite être présentées aux autres professionnels qui, eux, n'ont pas été formés. Avec cette idée, ben voilà, il y a un référent dans l'établissement, finalement, qui a été formé avec cette méthode AFEST et qui va pouvoir former les autres par la suite. J'ai pris trop de temps sur la présentation, excusez-moi. Je vais passer la parole aux collègues, je pense. Merci, Monsieur Mariotti. C'est super. Non, franchement, je trouve c'est bon, on en reviendra. Enfin, je sais pas, le public peut-être dira autrement, mais vraiment, je trouve que ça donne des idées. C'est extrêmement intéressant. Alors, il y a un autre pan de l'accompagnement, c'est l'accompagnement des familles. Je ne sais pas si, voilà, peut-être à un moment donné, c'était un peu contesté. Est-ce qu'il faut vraiment former les familles? On forme les professionnels, mais est-ce qu'il faut vraiment former les familles? Madame Colas, qu'en pensez-vous? Bonsoir. Merci d'être resté parce que c'est la fin de la journée. Je vais essayer de capter votre attention. Et merci. Merci à Ludovic Mariotti de cette question sur l'autodétermination sur laquelle je vais rebondir. Parce que pour moi, la question de l'autodétermination des familles est un point crucial. Alors, je vais expliquer rapidement que la loi 2005, indépendamment du fait qu'elle redéfinit la notion même de handicap dans ses conséquences et son adaptabilité à prévoir au sein d'une société, elle pose aussi le concept du projet de vie. Alors, mettez-vous tout simplement à la place vous êtes une famille et vous avez un enfant de 8, 9 ans, 10 ans, qui va très bien. Est-ce que vous faites un projet de vie dans votre quotidien à vous? Ben non. Voilà. Mais quand on a un enfant de 9, 10 ans, ou de 6 ans, ou de 3 ans, ou de 3 mois, qui relève du champ du handicap, il faut faire un projet de vie. Et un projet de vie, ça veut dire qu'on va raconter tout ce qui ne va pas. D'accord? On n'écrit pas un projet de vie pour dire que tout va bien. Et donc, c'est forcément parfois difficile, parfois douloureux, parfois impossible. Voilà. Donc, et puis, comment on fait un projet de vie si on ne sait pas comment ça marche? Imaginez-vous aussi, vous êtes en voiture, vous êtes dans un pays étranger, vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas de carte routière, vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas de réseau. Faites comment? Eh bien, ces familles, c'est ça. Elles sont censées faire un projet de vie, censées connaître leurs droits et leurs devoirs, sauf qu'elles ne savent pas comment ça marche, en fait. Il y a le médico-social, il y a le scolaire, il y a le sanitaire, il y a l'associatif, il y a le social. Tout ça, ça marche ensemble, mais personne ne leur explique, en fait. Elles n'ont pas une vue globale de ce qui les attend. Alors, chacun fait au mieux dans son créneau. Le médical s'occupe très bien du médical, le social s'occupe du social, le scolaire s'occupe du scolaire et tout. Parfois, on arrive à faire des ponts, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Ce n'est même pas toujours le cas. Et donc, comment ça marche cette affaire? Sans compter qu'il vous faut un dictionnaire aussi, hein, parce que je ne vous parle même pas des acronymes. Hein. D'accord? Donc, pour ces familles-là, oui, il y a besoin de formation. C'est très clair. D'accord? L'autodétermination des familles. Voilà. Donc, nous avons avec un papa qui est actuellement le président de l'association, on l'a été alternativement en fonction des années, monté donc, lui et moi, cette association pour répondre aux besoins de chaque famille. C'est de la dentelle. On est dans les trous de la raquette. Parce que les familles que nous suivons, et l'année dernière, un peu plus de 500 familles, quel que soit le handicap et quel que soit l'âge. Petite parenthèse, un enfant trisomique, je dis enfant exprès, trisomique à 35 ans, il reste l'enfant de ses parents qui en ont 70. On est d'accord? La notion de parentalité, la notion d'enfant, la notion du passage de l'adolescent à l'adulte, la notion de protection juridique, toutes ces notions-là sont toujours des caps très compliqués à passer. Sans compter que les familles ne réagissent pas de la même façon. C'est pareil d'ailleurs dans l'annonce du handicap et dans la façon dont elles vont réagir. Devant un secteur qui est très saturé dans l'héros, saturé en médico-social, saturé en sanitaire, saturé en scolaire, saturé, alors on pourrait détailler encore tout ça, je pourrais vous en parler des heures, mais ce n'est pas l'objectif de ce soir. Tout est saturé. D'accord ? Donc on a des familles qui sont devant des situations où
c'est quoi leur choix, en fait? Est-ce qu'elles sont vraiment propriétaires de leur projet de vie? Est-ce qu'elles ont la main sur ce qui va se passer pour leurs enfants? À quel moment il y a une barrière qui va tomber? Est-ce qu'on peut les aider à réfléchir à ça? À quel moment on est dans un système d'inclusion qui marche bon an, mal an, et à un moment donné, l'inclusion, ça ne va plus le faire? Parce qu'il faut prévoir que dans 3 ou 4 ans, cet enfant va falloir qu'il aille en formation, entre guillemets, professionnelle, sur un IM Pro. Mais l'IM Pro, on ne l'attend pas à 14 ans. Hein. On l'a déjà pris quand il avait 8-9 ans en IME. D'accord? Alors, ou alors, on reste en Ulysse collège. Mais quand on a fini l'Ulysse collège, il se passe quoi? Voilà. Toutes ces conséquences-là, toutes ces décisions-là, ça fait partie d'un projet de vie. Et les familles, si elles n'ont pas ces données-là, si elles ne savent pas s'il faut qu'elles tournent à droite, à gauche, s'il y a un virage, s'il y a un croisement, s'il y a un stop, une priorité, etc., elles ne peuvent pas décider en tout état de cause. Donc, notre objectif à nous, on est dans de la dentelle, parce que chaque famille est différente. Il y a des situations ubuesques, il y a des situations super simples, qui nous paraissent simples, mais qui sont catastrophiques à vivre pour les familles. Et ce n'est pas une question de hauteur ou de complication du handicap. On a des familles qui gèrent 1 ou 2 enfants polyhandicapés, qui s'en sortent beaucoup mieux qu'une famille qui a un enfant TDA. D'accord? Donc, ce n'est pas la nature du handicap, c'est bien la conséquence et comment la famille va réagir. Dans un couple, quand la famille est en couple, on ne réagit pas de la même façon entre un père et une mère. C'est humain, c'est comme ça. Nationalement, un enfant qui est peu ou pas accompagné et qui subit un défaut d'accompagnement à temps plein ou partiel, le chiffre national actuellement, c'est que 70% de ces couples se cassent la figure. D'accord? Donc, on se retrouve avec des familles monoparentales, ou du père ou de la mère. On se retrouve avec des enfants qui ne sont pas pris en charge ou partiellement pris en charge, que ce soit à l'école, en médico-social, et je parle en médico-social, on attend des années. Quand je dis des années, c'est des années, hein, 4, 5, 6 ans. D'accord? Donc, on se retrouve avec des familles qui ont effectivement une réduction de l'activité professionnelle, voire un arrêt de l'activité professionnelle. Il faut bien s'en occuper de ce gosse. Hein. Voilà. Et puis, une vie sociale qui s'appauvrit, une vie culturelle et professionnelle qui n'existe plus, une perte de compétences, une fratrie qui souffre, etc., etc., dépression, enfin tout ce que vous voulez. Donc, on rajoute à ça un surhandicap que d'ailleurs la société va payer. Hein, parce qu'elle ne paye pas en amont et en prévention, elle le paye après. Hein, ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas être naïf. Hein. Alors, pour tout ça, oui, il faut former des familles et oui, il faut les accompagner. Donc, on a mis en place un certain nombre de pôles, en fait, qu'on a mis en place progressivement en fonction des demandes qui nous étaient posées. Donc, on a mis en place d'abord un pôle social, c'est-à-dire qu'on accueille une famille, quel que soit le moment de son parcours. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Quels sont les choix qu'il faut poser? Quelles sont les aides financières qui existent? Il y en a des différentes. Elles n'ont pas du tout le même impact. Elles n'ont pas du tout les mêmes modalités d'application dans la vie quotidienne. Encore faut-il qu'elles en connaissent les tenants et les aboutissants. Donc, quels sont leurs droits, leurs devoirs? Comment on remplit un dossier à la MDPH? Aujourd'hui, il faut avoir un master pour remplir un dossier à la MDPH. D'accord? Si vous ne cochez pas une case, vous perdez tel complément. Donc, il faut savoir un certain nombre de choses. Donc, on aide ces familles à remplir ces dossiers, on les dépose pour eux, avec eux. On fait les projets de vie qui sont dedans, on les aide à constituer ces démarches-là. On est présent éventuellement en commission quand la famille le demande, parce que c'est très impressionnant d'arriver pour défendre, entre guillemets, alors qu'on n'est pas censé défendre, d'accord, mais c'est comme ça qu'elles le vivent. Devant une commission, il y a 25 personnes. Voilà, elles ont l'impression qu'elles arrivent là pour défendre quelque chose. C'est violent pour les familles. C'est violent aussi pour les équipes à l'école, d'accord, où elles ont l'impression qu'elles arrivent dans un tribunal. Voilà. Donc, toutes ces présences-là, elles existent. Ça fait partie des missions du pôle social. Donc, l'ensemble des droits et des devoirs, la participation à la réflexion de la façon dont tout fonctionne et quels sont leurs choix pour essayer de subir, on va dire, le moins possible. Parce qu'il ne faut pas être naïf non plus. Elles ne vont pas avoir la main sur tout. Ça, c'est le principe de réalité. Il est valable pour tout le monde, d'ailleurs, dans d'autres domaines. Accessoirement, à côté de ce pôle social qui est un peu la porte d'entrée, on va dire. Alors, les familles arrivent par oui dire, parce qu'elles se connaissent, et puis aussi par le partenariat. Hein. Ça fait 20 ans qu'on est là, on travaille avec beaucoup de structures, d'associations, d'établissements, etc. On se connaît bien les uns les autres. Voilà. On a mis en place un service de répit mandataire, c'est un terme sur lequel j'insiste,
Mandataires, ça veut dire que les familles sont employeurs, à charge pour nous et par le pôle social qu'elles aient la somme nécessaire pour pouvoir employer. Les familles, elles ont toutes les casquettes. Quand elles ont un enfant peu ou pas accompagné, elles doivent savoir tout faire. Il faut aussi qu'elles soient employeurs. Encore faut-il leur dire aussi comment ça marche. Donc on leur propose des profils en fonction du projet de vie qu'elles veulent faire. C'est-à-dire que la personne qui va venir, elle va faire quelque chose de très précis sur un projet de vie que la famille a formulé. Et ce n'est pas 10 personnes différentes. Quand vous vous occupez d'un enfant de 12 ans, si toutes les semaines c'est quelqu'un de différent et que ce n'est pas à la même heure, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui vient dans la famille. Ça peut être un peu intrusif. D'accord ? Et puis il faut faire attention aussi à ce que l'intervenant ne prenne pas trop le pas sur l'employeur, parce qu'ils sont après en situation individuelle, ou que l'employeur ne prenne pas trop le pas sur l'intervenant. Bref, il y a des cadres à poser. Et c'est important que la famille soit partie prenante, qu'elle soit l'employeur de cette démarche et qu'elle soit acteur de cette démarche et qu'elle ne vienne pas consommer simplement quelque chose. Donc ce service de répit, il est spécialisé que dans le champ du handicap. Voilà. On travaille pour ça avec la MDPH, avec tous les organismes nécessaires. Nous avons aussi monté un pôle inclusion. C'est un autre domaine, c'est les portes qui se ferment dans les centres de loisirs, les structures de vacances, etc. La réalité du terrain, c'est que les équipes d'animation dans les centres de loisirs communaux, associatifs, etc., c'est des BAFA. Hein. Ils ont entre 17 et 25 ans, on va dire. Beaucoup d'entre eux partent quand ils ont fini leurs études. C'est souvent des petits boulots en plus de leurs études. Ils ne sont pas spécialement formés sur le handicap. Et quand vous vous annoncez que vous voulez que ce centre-là accueille un enfant de 12 ans qui porte des couches, ils vous disent, nous, on n'est pas formés pour changer les couches. D'accord ? Ou que cet enfant-là, il est capable de faire des colères épouvantables. Oui, en fait, ce n'est pas un trouble du comportement, c'est un trouble envahissant du développement. C'est pas pareil. Voilà, etc., etc. Alors, des fois, la famille a des demandes qui ne sont pas pertinentes, on va dire, ou qui sont un peu trop virulentes, mais c'est parce qu'elle s'est pris déjà une ou deux portes. Hein. Donc, elle n'a pas envie de se prendre la troisième. Donc, il y a des familles qui ne disent rien pour que la troisième porte s'ouvre. Et puis, il y a des familles, et puis ça se casse la gueule. Et puis, il y a des familles qui en disent trop, et ça fait peur. Donc, notre boulot à nous, c'est de mettre le curseur au bon endroit, prendre la demande d'une famille, quelle qu'elle soit, faire un portrait de cet enfant, non pas en termes de handicap, mais qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, qu'est-ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui le rassure, quels sont ses outils, comment il fonctionne cet enfant-là. On a un protocole avec ces familles-là. Une fois que ça c'est fait avec la famille, on va rencontrer les professionnels qui s'occupent de cet enfant pour croiser les regards. Un orthophoniste, une psychomote, un pédiatre, voilà. Et on croise un peu ces regards-là. Et quand on a fait le tour un peu de cette question, alors on va chercher la famille, le lieu d'accueil. Des fois, c'est celui du coin, des fois, c'est celui d'à côté. Et là, on négocie avec l'équipe d'accueil pour qu'une fois que l'accueil soit mis en place, il est parfois partiel au début, et puis il va monter en charge progressivement quand les équipes sont formées, etc. Donc, c'est un travail de terrain, de préparation en amont et d'accompagnement de cette famille d'accueil. Et justement, pour répondre à cette difficulté on n'est pas formé pour, on a monté un pôle de formation où nous formons et sensibilisons les équipes qui accueillent des enfants différents. Donc, ça peut être l'AESH, ça peut être la dame de la cantine, ça peut être les animateurs, ça peut être les directeurs de structure qui vont, à leur tour, comme disait M. Mariotti, faire la chaîne de l'information, etc. Voilà. Et puis, nous avons aussi ce qu'on appelle le pôle famille, où nous proposons à ces familles de se retrouver. Alors, bien un soir, elles amènent leurs cacahuètes, leurs pastis et discutent entre elles. Il n'y a pas de thème, elles sont entre elles. Voilà, on met juste le local à disposition. On fait aussi des soirées d'information, où on fait venir une expertise et qu'on partage avec ces familles. Et puis, on fait aussi des sorties. Alors là, on a fait, en juin, c'était sur un catamaran, un 2-mâts, je ne sais plus où. Après, il y a autre chose. Enfin, voilà, on fait des tas de propositions pour que ces familles aient des temps aussi pour se retrouver, se faire connaissance, faire du réseau, se soutenir, etc. Et puis avoir des petits moments sympas, quoi. Voilà. Parce que la vie, c'est aussi ça. C'est aussi d'avoir des petits moments sympas, quoi. Voilà. Donc, après, je pourrais parler encore de beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut laisser la parole aux autres. Absolument. Mais vous dire que les familles, oui, il faut être là pour elles, et il faut les former, et il faut les accompagner. Merci. Merci, Madame Colas. Madame Desserbec, est-ce qu'on est Madame Colas, elle a oublié une chose
absolument important. C'est le pastis. Non, mais je voulais vous lire juste 2-3 passages. Non. Ça dure. C'est les familles disent 2-3 lignes à chaque fois. Un passage. Juste pour que vous compreniez bien. Un passage. Comment ça marche, inscrire mon enfant handicapé? Est-ce qu'il faut que je dise qu'il est handicapé? Mais j'ai peur qu'il soit refusé. Pour le centre de loisirs. Là, pour l'école. Notre fils est inscrit à temps plein. Et après la Toussaint, il n'est plus accueilli que le matin. C'est comme ça. On ne nous donne pas le choix. C'est ça ou rien. Mon gamin est autiste non-verbal et aucun centre de loisirs de ma commune ne veut l'accueillir. Pas de place ou trop compliqué. Sauf si on paye quelqu'un pour s'en occuper. Voilà. Ou alors encore, j'ai la trouille au ventre. C'est ma première équipe de suivi de scolarisation. C'est la semaine prochaine et je ne sais pas ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire. Merci. Merci, Madame Colas, pour ces témoignages. Madame Desterbeck, est-ce que vous partagez les observations de Madame Colas dans les familles que vous recevez, vous? Elle a évoqué les centres de loisirs, c'est un petit peu votre spécialité dans le Gard. Est-ce que vous faites le même constat? Vous avez les mêmes questions des familles? Comment vous organisez? Comment vous vivez et vous accompagnez ces familles? Oui, du coup, tout à fait. Donc, je vais peut-être juste présenter l'association. On est une toute petite association, donc je suis la trésorière. On est 3 membres au bureau, toute éducatrice en libéral et structure spécialisée dans les TND. On existe depuis 10 ans. Notre gros slogan, c'est sensibiliser pour une meilleure accessibilité. Donc on a commencé en effet comme ça, intervenir dans les centres de loisirs, dans les crèches, dans les collèges, pour du coup essayer de faire porter entre guillemets la voix du TND et pour aussi amener plus de compréhension aux personnes qui pouvaient les accueillir. On s'est dit que du coup ce serait l'inclusion sur laquelle on travaille tous. On a d'autres missions aussi également. On fait également du coup l'accueil répit. On n'est qu'à 1 fois par mois. On est subventionné par la CAF du Gard. Là, c'est vraiment une question en fait de constat en étant du coup dans le réseau Handy Libre 30, l'association et notre travail, on se rend compte que les parents déboursent énormément, même s'il y a des compléments et suite aux dossiers interminables de la MTPH qui sont remplis et qui sont du coup aidés par les genres d'associations comme la vôtre, il leur reste plus spécialement grand chose. Des fois, ils ont des rendez-vous chez le notaire, chez un spécialiste à pouvoir poser. Donc, on se permet d'envoyer un calendrier trimestriel pour que les familles puissent savoir d'avance quel est le temps de répit sur lequel ils peuvent du coup compter. Et on a également les groupes de parole qui sont, eux, complètement menés par nos membres du CA, qui sont des mamans. Voilà, on a des papas qui y participent également. Ils sont un joli petit groupe, ils se réunissent 1 fois par mois, 1 fois dans les locaux, le mois d'après au resto. Voilà, et pareil, il n'y a pas de thématique. Donc voilà, sur le bassin, du coup, ni moi. Et donc, pour revenir à la question sur la formation des familles, alors nous, ça a été le constat suite aux ateliers de sensibilisation qu'on a pu donner au fur et à mesure. Donc on était plutôt avec des professionnels. Ensuite, on a des familles qui venaient frapper à notre porte en nous disant ah ben en fait cette formation-là je la ferais bien, mais je dois monter sur Paris. Du coup, est-ce que comme vous êtes une association, on peut faire venir la formation? Du coup, là je parle des formations de recommandations de bonnes pratiques qui sont données par, je ferai pas de pub sur des organismes de formation bien précis, donc qui des fois délocalisent leur formation et donc en tant que parent, déjà se donner le temps de faire 1 jour ou 2 jours, c'est compliqué. Donc nous est venue l'idée de les faire en intra. Donc on faisait venir en fait l'organisme de formation et les parents pouvaient s'y inscrire et ça nous permettait de faire des prix au rabais aussi parce qu'on avait du coup la possibilité d'avoir un tarif institutionnel en tant qu'association et les parents pouvaient y bénéficier. Ensuite est venu le Covid. Là, on s'est confronté à des familles qui étaient du coup complètement déboussolées. Alors pour ceux qui avaient la chance d'être en établissement ou à l'école, se sont retrouvés sans plus rien. Alors là, on a mis une action et c'est là, je pense aussi que nous est venue cette idée, l'action des petits sacs adaptés qui a fait fureur. On a eu pas mal de fondations qui nous ont suivis sur ce projet et en fait, on s'est rendu compte que ces familles n'avaient même pas le matériel nécessaire à la maison.
Je vais parler des profils sensoriels. Donc, ils n'avaient même pas idée, en fait, de ce qu'était une hyposensibilité ou une hypersensibilité de leur enfant. Donc, on a pris un moment pour faire remplir des questionnaires, pour les avoir au téléphone, parce qu'on a vraiment fait le sac adapté à chaque enfant. Et c'est vraiment là qu'est venu ce constat des familles en fait, qui nous disaient, mais en fait, moi, j'ai suivi cette formation de 3 jours. On a vu plein de choses, un panel, et puis qui revenaient vers nous 5 ans après et qui nous disaient, ah, mais en fait, je me rappelle plus trop comment est-ce qu'on évalue un renforçateur ou comment est-ce qu'on met un séquentiel en place, parce qu'ils avaient fait la formation, mais qu'ils ne l'avaient pas pratiqué. Contrairement à nous qui pratiquons toutes ces méthodes tous les jours. Eux, ils ont un peu oublié, réouvrir le syllabus qui fait 150 pages pour retrouver la méthodologie. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de former en fait ces familles sur ces petites choses. C'est-à-dire de pouvoir se dire, ça me prend 2 heures ou 3 heures, je fais cette formation. Ça me remet dans le bain, ça me donne des billes. En fait, nous, notre envie, là, du coup, on va organiser notre première à nous, parce que c'est nous qui allons du coup intervenir et avoir la casquette du coup de formatrice avec ma collègue Elodie qui est également aussi formatrice en plus de son bagage éduc. Et on va vraiment essayer de faire des petits groupes. Donc ça va être sur les particularités sensorielles et ça va vraiment pouvoir. Le but, c'est que les familles qui vont s'inscrire. C'est aussi ouvert à certains professionnels parce qu'on a des professionnels libéraux également, mais là, on est sur la versant famille, vont pouvoir partir avec vraiment les billes du profil de leur propre enfant. En venant du coup dans nos locaux, on a une salle sensorielle exprès, on a le matériel, de pouvoir en fait toucher, manipuler. On parlait, la manipulation, c'est aussi pour les parents de pouvoir du coup sentir ce que c'est, parce que se mettre sur un site internet et faire une commande, je ne ferai pas de pub non plus, mais c'est vrai qu'on ne voit pas l'objet, on ne sait pas ce que c'est spécialement. Donc le fait de pouvoir venir le manipuler, ça pourra peut-être aussi les aider à pouvoir se fournir des petites billes. Et puis alors, du coup, d'autres formations viendront aussi. Et voilà, notre but, ça va être aussi de faire de l'inclusion. On le faisait au tout début. Maintenant, on n'est plus que 3 membres au bureau. On n'est que 3 membres au bureau. Et c'est notre casquette bénévole. On a tout un boulot à côté. Donc, on y met le temps qu'on peut. On faisait les sorties accompagnées. Et en fait, là, par ces formations aussi, c'est des familles qui nous avaient fait ce relais ping-pong lorsqu'on les mettait en place. C'était, c'est bien, vous avez pensé au séquentiel, au timer. Et en fait, voilà, ce serait vraiment de mettre la famille actrice aussi des accompagnements qui peuvent être faits en dehors des structures. Le Covid nous l'a bien fait montrer que ces familles, une fois qu'il n'y avait plus la structure, ils n'avaient plus rien. Voilà. J'ai fait le tour. Je pense avoir été assez synthétique. Merci de votre écoute. Merci pour cette. Est-ce que parfois vous mixez professionnels et familles? Est-ce que les professionnels viennent parfois dans les formations avec les familles? Oui, tout à fait. Parce qu'on parle beaucoup, on a parlé pour de la formation des professionnels, formation des familles, mais voilà, il y a aussi des perspectives parfois croisées qui peuvent peut-être être intéressantes. Est-ce que vous en avez eu l'expérience? Oui, toutes les formations qu'on a proposées en faisant venir des organismes de formation extérieurs, il y avait tout le temps une partie famille et une partie professionnelle. On est beaucoup du coup sur, alors pas les étudiants, mais on est beaucoup sur des orthophonistes en libéral qui étaient intéressés par une formation et qui ne voulaient pas poser un jour pour aller jusqu'à Lyon. Voilà, donc du coup, ça permettait aussi de faire aussi le réseau, parce que on se connaît tous, comme vous dites, et nous sur le réseau Nîmois, on se connaît aussi tous. Donc autant le réseau des professionnels libéraux, on a des établissements, ils nous ont envoyé, on a même, j'avais même la fierté, une école d'enseignement secondaire belge qui est venue assister à une formation qu'on proposait également, parce que le chef d'établissement ne pouvait pas trouver 25 professionnels à réunir pour donner la formation. Donc avec mes liens, parce que je suis belge de base, avec du coup mon réseau de là-haut, ils sont venus sur le déplacement pour participer à cette formation. Donc en effet, le croisé est intéressant. Voilà, c'est ça. Oui, Mme Colas. Oui, vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un en a parlé ce matin, la compétence des parents, les parents savent. La compétence parentale, c'est quand même un terme important. Et pour donner un exemple, sur Altepousse, on a un papa qui a été directeur de l'association pendant 7 ou 8 ans, papa d'un enfant avec un handicap lourd. Voilà. Le président de l'association qui a fondé l'association avec moi est papa d'un enfant handicap lourd aussi. Et dès la création de l'association, mais c'est valable pour d'autres associations comme les vôtres aussi,
c'est mélanger justement les professionnels et les parents et les familles, pour que les uns et les autres s'entendent, et s'entendent en dehors du contexte institutionnel, médical, scolaire, etc. Ces parents-là, ils entendent tout le temps, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme... parce que l'institut parle, parce que l'orthophoniste parle, parce que le médecin parle, parce que... C'est un espace associatif où là, vraiment, les choses peuvent se jouer sur une autre variation, quoi. C'est important, cette compétence parentale. Tout à fait. Alors, les familles, c'est les parents, mais c'est aussi les frères et sœurs. Donc, on verra, Julien finira après. Et donc, vous allez vous mettre au pupitre. Est-ce qu'il y a besoin d'un coup de main pour le diapo? Quelques diapos en fond. Merci, chers collègues. Merci Eric, et merci aux intervenants de cette table ronde qui est très intéressante. Alors, on a mis des couleurs pour vous réveiller un petit peu en fin de journée, donc j'espère que ça marchera. On va vous parler de l'accompagnement des fratries. Donc voilà, nous sommes toutes les deux psychologues, comme Eric l'a dit. Donc fratrie et handicap, d'abord ce qui est important, c'est que c'est une expérience tout au long de la vie. Les frères et sœurs, avoir un frère ou une sœur avec un handicap, avec un TDI, quand l'enfant est le second dans la fratrie, ben, c'est une expérience qu'il va vivre dès sa naissance. Quand il est l'aîné, il va la vivre dès les premières années de vie. Donc, par rapport aux parents qui vivent cette expérience plus tard dans leur vie, pour les frères et sœurs, c'est une expérience extrêmement précoce et qui forge aussi leur personnalité, leur développement, puisqu'ils ont grandi dans cette situation-là. Les frères et sœurs, ils ont des préoccupations qui peuvent être du même ordre que celles de leurs parents. L'isolement, par exemple, un besoin d'information, une anxiété par rapport à l'avenir pour leurs frères, pour leurs sœurs, un sentiment de responsabilité. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi, bien sûr, chez les parents. Mais ils ont aussi des préoccupations spécifiques de par leur place de frères et sœurs, qui peuvent être des émotions ambivalentes par rapport à cet enfant qu'on a envie de protéger, et en même temps par rapport auquel on peut ressentir parfois un peu de rivalité, de jalousie, de colère, parce qu'il prend beaucoup de place dans la famille et par rapport et dans les préoccupations des parents. Il peut y avoir des difficultés dans les relations avec les pairs, à l'école, notamment si on est scolarisé dans la même école ou dans la même classe. Et puis une pression aussi liée à la performance, par exemple. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de préoccupations spécifiques pour les frères et sœurs. Les frères et sœurs, comme les parents, ont des stratégies d'adaptation à cette situation particulière, qu'on peut appeler aussi stratégie de coping. Ça peut être par exemple la parentalisation, le fait de s'occuper de leurs frères, de leurs sœurs, comme si eux-mêmes en étaient le parent, ou la tentative de réparation, à essayer d'être extrêmement bon à l'école, d'avoir des bonnes notes, de se comporter de manière exemplaire, pour en quelque sorte réparer un petit peu toutes les difficultés qui peuvent être vécues par la famille et par rapport à leurs parents. Et puis ce qu'on dit aussi souvent, et c'est vrai, nous on l'observe régulièrement, c'est que la situation de frères et sœurs d'un enfant porteur de handicap peut aussi générer des aspects positifs en termes de maturité, de sensibilité, d'attention aux autres, et qu'il y a souvent des vocations aussi qui se mettent en place très tôt dans l'enfance. Alors, dans la littérature, je vais passer rapidement là-dessus. C'est un sujet qui est quand même assez récent, auquel les auteurs s'intéressent depuis quand même assez peu de temps. Ça fait à peu près 10 ans qu'on peut trouver pas mal d'études dans le cadre du TSA, du TND, sur les fratries. Dans le cas du TDI, il y a très peu de travaux à l'heure actuelle. Ce que montrent les travaux qui ont étudié cette question-là de manière un petit peu plus scientifique, c'est que chez les frères et sœurs, il y a un sentiment de responsabilité accru. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très souvent. Qu'il y a des inquiétudes pour l'avenir qui sont aussi exprimées de manière très régulière. Concernant l'impact sur la qualité de vie, les résultats dépendent des études et les résultats sont contrastés. Ça, c'est pour ce qui concerne le TSA et les TND. Et plus spécifiquement dans le cas du TDI, là aussi, on retrouve davantage de probabilités de difficultés chez les frères et sœurs, émotionnelles, adaptatives, comportementales, par exemple, et aussi un sentiment de responsabilité accru par rapport à leurs frères ou leurs sœurs avec un TDI. Et puis, il peut y avoir des symptômes anxio-dépressifs. Il peut y avoir aussi ces aspects positifs dont on parlait tout à l'heure. Donc là encore, il y a encore beaucoup probablement de travaux à faire sur ce sujet-là, parce que on a beaucoup développé l'accompagnement des parents. L'accompagnement des frères et sœurs, c'est un petit peu plus récent.
Donc pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que c'est important de proposer des dispositifs pour ces frères et sœurs, pour ces enfants-là aussi, en parallèle de ce qui est proposé en termes d'accompagnement à leurs parents. Un des dispositifs possibles, c'est un groupe de parole, hein, et c'est ce dispositif-là qu'on va vous présenter maintenant, avec les objectifs de pouvoir rencontrer d'autres enfants, puisque les enfants souvent se sentent très seuls dans cette situation-là, et pouvoir rencontrer d'autres enfants qui vivent la même situation peut être extrêmement bénéfique et soulageant, de pouvoir exprimer toutes ces inquiétudes, ces interrogations, ces émotions, et puis toutes les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne également, elle est partagée avec d'autres enfants. Donc je passe la parole à Céline qui va vous présenter plus spécifiquement le groupe de parole qu'on anime. Donc le groupe de parole a été issu d'une demande du professeur Sarda, professeur en génétique, qui, dans ses consultations de restitution ou d'annonce de diagnostic, constatait, voyait des fois en consultation aussi des frères et sœurs et se posait la question de l'impact de ce diagnostic chez la fratrie. Donc il avait sollicité professeur Bagdali, qui à son tour nous a sollicité pour qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on pouvait monter peut-être un groupe d'accompagnement à la fratrie. Alors pourquoi un groupe de parole et pas d'éducation thérapeutique ou de psychoéducation? Parce que c'est un groupe qui est réalisé dans le cadre des maladies rares, et du coup les frères et sœurs qui participent à ce groupe, leurs frères et sœurs n'ont pas tous le même trouble, le même handicap, et qu'on souhaitait leur donner, enfin c'était comme ça que ça avait été construit, un espace de parole où après venait quand même être donné de l'information sur différentes thématiques en fonction de leurs questions, parce que, comme disait Cécile en introduction, c'est des enfants qui, malgré leur jeune âge, puisque des plus petits du groupe ont 7 ans, sont déjà d'une grande maturité et se posent des questions sur c'est quoi l'IME, qu'est-ce qu'elle fait la VS avec mon frère, enfin voilà, des questions que quand on n'est pas confronté à ça, on se pose pas vraiment. Donc le groupe il est destiné aux enfants âgés entre 7 et 12 ans, donc c'est plutôt les enfants d'âge primaire qui ont un frère ou une sœur avec une maladie rare, souvent accompagnés d'une déficience intellectuelle. Il y a entre 6 et 8 enfants dans les groupes, et puis on suit le rythme des vacances scolaires à peu près toutes les 6 semaines. Un groupe d'1 heure et demie, au départ, on était parti sur 2 heures, voire un peu plus. Mais en fait, c'est des petits, hein, donc au bout d'1 heure et demie, c'est quand même déjà bien suffisant, et c'est aussi quand même intense d'être pendant 1 heure et demie en train de parler de ce qui est difficile dans le quotidien, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là. Et c'est un groupe fermé, de manière à ce qu'il puisse y avoir une continuité dans les échanges et les liens que les enfants peuvent construire. Bon, la première séance, c'est un temps d'accueil important pour qu'il y ait une alliance qui se crée avec, comme dans tous les premiers temps d'accueil, hein, mais là d'autant plus parce que les enfants, ils n'ont rien demandé. C'est souvent les parents qui pensent que c'est bien que ces enfants aient un espace de parole, et souvent ils sont là, mais certains n'ont pas envie d'être là. Là où on est content, c'est quand ils reviennent aux séances suivantes et on se dit bon, il y a eu suffisamment d'accroche et d'intérêt à la première séance pour qu'ils voient l'intérêt de pouvoir venir partager des choses avec les autres enfants. Pour la première séance, comme dans tous les groupes, hein, il y a aussi la pose des règles de fonctionnement, et surtout une règle, c'est de se dire que tout ce qui se dit dans le groupe, ça reste dans le groupe. Et ça, c'est aussi important parce que les enfants sont dans un premier temps sur la réserve à pas évoquer ce qui est difficile dans le quotidien, de peur de blesser ou que ce soit répété aux parents. Et le fait que ce cadre-là soit posé rassure et permet que les enfants libèrent la parole. Et puis après, les autres séances, elles sont toujours construites un peu sur le même thème, avec des supports plutôt ludiques et imagés, visuels, où après on a pu avoir différents thèmes, hein. Sur une année, on avait construit une espèce de petite BD, sur d'autres, on avait un carnet de route qui les suivait. Mais le point central, c'est on vient à chaque fois parler de choses du quotidien, quels que soient les supports qu'on va utiliser. Et la dernière séance, il y a un retour aux parents, mais c'est un retour qui est global. Et évidemment, si on a observé ou identifié des besoins particuliers pour certains enfants, on en fait un retour individuel aux parents, de manière à proposer peut-être un accompagnement plutôt en individuel ou de quelque chose de plus adapté.
Donc ce groupe, ça fait 11 ans qu'il existe. On a accompagné 68 enfants. Pour l'enfant, c'est un moment pour lui, l'occasion de rencontrer d'autres enfants qui vivent une situation similaire, même si le trouble ou le handicap n'est pas le même. Et c'est aussi l'occasion de passer du temps avec son parent. Sur le temps du trajet, il est seul avec le parent. Après la séance, certains disent souvent qu'ils vont manger aussi seul avec le parent. Donc c'est un moment privilégié ensuite entre eux. Et puis pour les parents, c'est aussi un temps de répit et d'échange, puisque les parents restent entre eux pendant que le groupe a lieu et font un groupe de parole à eux aussi tout seuls. Et nous reprenons le groupe le 30 novembre et il peut rester quelques places. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Il y a le bien après. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci à toutes les deux pour cet accompagnement, donc qui complète bien l'accompagnement des parents. Alors, comme on arrive en fin de journée, que M. Aldebert a risqué sa vie pour nous, on ne peut pas faire moins que de lui donner la parole. Donc on a commencé avec la formation continue, finalement. On va finir par la formation initiale, ce qui est un peu anachronique, mais ce n'est pas très grave. Julien, donc directeur adjoint à l'IRTS, donc c'est un institut qui forme quand même bon nombre des professionnels qui sont dans la salle ou qui ont été dans la salle. Aujourd'hui, on en est où dans la formation initiale des personnes qui sont censées accueillir enfants, adolescents, adultes, des personnes présentant un trouble du développement intellectuel? Je me permets une toute petite modification. Je suis directeur de l'IRTS de Montpellier, pas adjoint. Ah oui. J'ai risqué ma vie, mais heureusement, ça descend de Pitot jusqu'ici, donc j'ai pu rattraper bon nombre de mes minutes. Je suis désolé d'avoir laissé la chaise vide aussi longtemps. Alors, simplement, peut-être pour vous dire deux choses. D'abord, à l'IRTS de Montpellier, ça va être des formations initiales, donc d'approche généraliste. Ce qui veut dire que, quels que soient les métiers, on se doit d'avoir une approche d'abord généraliste sur ce qui fait exclusion auprès des personnes et donc l'intervention des travailleurs sociaux. À Montpellier, on a l'intégralité des diplômes du travail social, sauf moniteur éducateur que nous avons à Perpignan. Et ce qui m'a permis, moi, avant de venir vous voir, de faire un état des lieux avec les collègues, de où ça se situait, où est-ce qu'on en parlait, avec quels mots. Et je vais essayer de faire très court puisque je dois diviser par deux. Donc sur cette formation classique du travail social, on retrouve l'appellation, au moins le mot de la question de l'intellectuel dans 9. On va le retrouver de manière très spécifique dans 4 formations. Donc pour rappel, les formations, c'est tout niveau, du niveau 3 au niveau 7. Très clairement, pour vous le dire directement, ça disparaît dès qu'on arrive sur les formations managériales et de direction. Et on le retrouve dans les formations plutôt en lien avec les filières éducatives, donc d'accompagnants éducatifs sociaux, à éducateurs spécialisés, à éducateurs techniques spécialisés, éducateurs jeunes enfants. Et on va le retrouver de manière spécifique, plutôt de manière prononcée chez les AES, donc chez les accompagnants éducatifs sociaux qui remplacent les anciens AMP, AVS. On va le retrouver aussi de manière assez prononcée chez les éducateurs techniques spécialisés. Après, on va le retrouver toujours englobé dans des contenus que nous on appelle développement de la personne, qui vont prendre en compte la question du handicap au sens large. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des mouvements et des choses assez significatives. Mais ça, peut-être que je vais vous le dire juste avant. Simplement pour une dernière précision, c'est que la formation que nous, on propose, elle est éminemment liée à la question de l'expérience professionnelle. Donc, ça veut dire que beaucoup de la formation qui va traiter de la question du TDI, elle va se situer dans des instances de professionnalisation et d'analyse très fine de ce qui se passe sur un collectif ou auprès d'une personne. En grands ensembles, elle va se retrouver dans des séminaires ou dans des modules transversaux, mais avec des contenus d'entrée généraliste, de compréhension de où ça vient, de l'évolution, comme d'autres éléments de handicap ou d'exclusion, quels en sont les stigmates, etc. Par exemple, Richard qui est là pourrait témoigner, lui, de comment il vient, en tant qu'expert professionnel, pouvoir échanger avec nos étudiants de formes de handicap différentes. Peut-être ce que je voudrais partager en très peu de temps, c'est que ce que j'ai cherché, donc, c'est retrouver la trace en fait, de comment on parlait de la question de l'intellect dans nos contenus en formation de travail social. Je vois un mouvement net
à partir, on va dire, entre 2010 et 2015, on va dire d'une forme de remplacement. C'est-à-dire que le mot même de ce qu'on appelle avant déficience intellectuelle, etc., s'éteint au profit. Bon, on a un phénomène assez massif qui vient et qui va concerner la question de l'autisme et qui va prendre beaucoup plus d'ampleur dans nos contenus et dans nos approches pour petit à petit se raccrocher à la question du TND. Et ça va revenir que, on va dire, après post-Covid. Il va y avoir un trou où clairement c'est la question de l'autisme qui prend la locomotive du train de nos contenus sur la question du handicap en lien avec le développement. Et moi j'en vois un effet, c'est que pour venir vous voir, ce que j'ai regardé aussi, c'est où est-ce que je retrouvais ces appellations-là dans les titres des mémoires de nos étudiants, des différentes formations. Et là, pour le coup, par contre, le phénomène, il est clair, c'est-à-dire qu'il y a une disparition, clairement, du mot, de la déficience ou du trouble développement intellectuel au profit du TND ou du TSA. Dans l'appellation, je dis, je ne suis pas allé vérifier le contenu, mais en tout cas, il y a une disparition de cette appellation. Et là, par contre, je ne vois pas de remontée par rapport à nos contenus où on vient le réaborder, où d'abord c'est venu sur la question du TND-TSA et puis ensuite ça revient sur le TDI, mais ça vient moins dans les préoccupations des sujets de mémoire. Voilà. Merci. De rien. D'où l'importance des journées comme celle-ci, du coup. Alors, d'où l'importance, c'est certain. Alors, nous, on en a déjà discuté ensemble, même avec Richard, on en a déjà parlé. Notre préoccupation est liée. Alors, la préoccupation, elle existe beaucoup dans la question, comme je le disais, de la professionnalisation. Donc, on va beaucoup le retrouver dans le travail de terrain auprès des professionnels, dans les institutions, qui lui-même se retrouvent dans des instances de professionnalisation, de groupes de 10, grosso modo, où les professionnels travaillent l'accompagnement personnalisé avec toute forme de handicap, et notamment, là, on retrouve le TDI, très clairement. Par contre, il me semble que oui, c'est nécessaire de pouvoir peut-être participer à un rééquilibrage ou tout du moins à une prise en compte. Je ne sais pas si c'est une question vraiment de rééquilibrage parce qu'il était nécessaire qu'on ait une approche qui s'intensifie sur la question des TSA. On en avait parlé dès 2018, je me souviens, Eric, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut voir quel effet ça a eu et comment ça nous permet de ne pas perdre de vue peut-être une approche aussi d'ensemble et transversale sur la question du TDI. Voilà. Et on est largement ouvert et à votre écoute et au partage, que ce soit avec les personnes, que ce soit avec les familles, et d'ailleurs tout le monde sont des personnes, avec grand plaisir. Alors, on a peut-être encore 1 minute pour prendre une question ou deux dans la salle ou une observation, un commentaire. Alors, est-ce que les couleurs ont suffi pour vous réveiller pour vraiment le tout final avant qu'avec le professeur Baghdadi, nous concluions cette journée. Ah, Sophie, c'est bien. Bonjour à tout le monde. J'avais une question, c'est peut-être à côté, mais par rapport à l'autodétermination, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'autodétermination et du fait que les formations, quand elles arrivaient sur le tard, il y avait peut-être des représentations qui étaient déjà figées et du coup, c'était compliqué à faire bouger les pratiques. Sur les formations initiales, comment vous traitez l'autodétermination ? Alors, on a une expérience toute fraîche. C'est que l'année dernière, on a mis en place la formation APPV, accompagnant au parcours et projets de vie, qu'on ne va pas reproduire. Alors, quand je vous dis ça, je vous dis pourquoi. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu de 2 choses. Alors autant ça a eu un grand intérêt sur nous, parce que vraiment on est venu avec tous les collègues qui traitaient la question du handicap au sens large, venir se questionner, rencontrer des personnes très intéressantes et bousculer nos repères s'ils en avaient besoin sur la question de l'autodétermination. De ce côté-là, ça bouge pas mal. On a quand même beaucoup moins de personnes, parce que c'est clairement une formation qui est dédiée à des professionnels envoyés par des employeurs. On a eu clairement un trou, c'est-à-dire qu'après cette première promo, on avait beaucoup moins de candidatures pour ouvrir une promo suivante. Et ce dont on s'est aperçu de manière assez flagrante, c'est que parmi les professionnels qui sont venus se former, bon nombre n'ont pas tout à fait pu avoir un poste dédié réellement à la question de la prise en compte de l'autodétermination. Ce qui fait que sur une promo, mettons, de 15, rapidement, un tiers a abandonné du fait que leur poste ne correspondait pas à la capacité, à la possibilité, aux conditions de mise en place de l'autodétermination. Dans ceux qui ont
perdurer et qui vont d'ailleurs certifier là dans le mois à venir, qu'on fait donc l'année de formation, ça a relevé d'une vraie bataille. Hein. Donc pour nous, ça a été un vrai questionnement, sachant qu'il fallait pouvoir mobiliser ces professionnels-là dans un contexte où sur le terrain, c'était quand même très clairement compliqué pour eux, avec des enjeux qui nous dépassent, qui dépassent ceux de l'IRTS de Montpellier, et qui étaient aussi un enjeu d'employeur, qui était un enjeu aussi du CNAM, etc. Quoi. Voilà. Si ça peut répondre à votre question. Par contre, pour nous, en tout cas, c'est venu immédiatement irriguer beaucoup de nos contenus dès cette année, notamment le séminaire, etc. Voilà. Oui. Sophie, alors tu as... Je suis en forme. Ouais, un moyen étage, puis alors là, tu es encore à la cime, hein, tu n'es pas arrivé à la cime. Oui, je me demandais aussi quelle est la place dans les formations que vous faites pour la formation des personnes elles-mêmes. La formation à l'autodétermination, elle doit, de mon point de vue, aussi se faire sur les personnes, c'est à elles, et dès le plus jeune âge. Ça, on parlait de la formation des familles. On apprend à la famille. Je suis également parent de 3 enfants, dont un est porteur de handicap. Et c'est tout petit qu'on apprend déjà à choisir. Ça va être 2 habits quand tu es tout petit, tu choisis ta couleur. C'est combien de fois on voit des parents qui arrivent avec des enfants qui ont été pris nulle part, qui ont 10, 12 ans, ils n'ont jamais été acheter un bout de pain à la boulangerie, jamais traversé tout seul la rue. On n'apprend pas à la personne dès le plus jeune âge à être autodéterminée. Et plus tard, quand elle devient adulte, il existe quelques formations en France, mais pas beaucoup, pour les former à l'autodétermination et surtout à Ma parole doit compter, par exemple, est une des formations comme ça, à pouvoir s'exprimer et former les professionnels, donc faire ce mélange où il y a les parents, les professionnels, mais aussi les personnes. Je peux dire un mot, il n'y a aucun problème. Je peux même être réceptacle, il n'y a pas de souci. Nous, justement, c'est un des éléments qui nous a posé problème. C'est que, comme vous le dites, notre intérêt, nous, c'est de participer à agir sur le milieu. Et ce qui s'est passé, c'est que, je suis désolé, je ne fais pas trop de détours, mais plusieurs professionnels sont venus en nous disant, mais nous-mêmes, nous n'avons pas les conditions pour nous autodéterminer professionnellement. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans l'autodétermination des personnes ? Et Richard, je te laisserai la parole, mais simplement pour dire qu'en tout cas, nous, la question d'agir sur le milieu tous ensemble, c'est une vraie volonté. Moi, quand je rencontre nos apprenants, quelle que soit leur formation, leur dire que ce n'est pas la question des personnes concernées, mais que nous sommes tous concernés et que c'est bien à nous d'agir avec l'ensemble des éléments qui forment nos exclusions dans notre société, c'est ce que nous avons comme idéologie, ça c'est certain. Et notre idée, elle est vraiment de pouvoir transformer. Alors, que ce soit avec des personnes, que pour des personnes, que pour des professionnels, ça, nous, on y est ouvert, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que c'est assez novateur. Moi, je n'ai pas connu, en tout cas, de dispositif qui s'adressait uniquement, par exemple, à des parents avec des enfants, à des enfants, si ce n'est ce qu'on avait auprès des professionnels, par exemple, de la petite enfance ou du jeune enfant, à participer à cette question d'autodétermination. Mais on n'y est pas. Il y a Richard Martin qui veut prendre la parole, et puis après, Sophie, on ira là-haut. J'en profitais pour dire qu'il y a quand même des expériences qui ont été mises en place de manière régulière avec l'IRTS, qui a été une des rares écoles à accepter qu'on puisse organiser des colloques avec les usagers de façon régulière. Il y a eu la création il y a quelques années de l'université populaire, y compris sur des sujets délicats comme les violences qui ont pu être faites à l'école ou que certains ont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et qui puissent, je dirais, qui rassemblent 200 usagers à des moments. Et l'année dernière, en plus de ces universités populaires, on a lancé en partenariat des journées qui sont des séminaires sur la notion de handicap où les personnes en situation de handicap viennent dites déficientes intellectuelles, ou en tout cas avec des formes d'intelligence différentes, viennent elles-mêmes expliquer, présenter des thématiques sur la vie affective, sur leurs préoccupations écologiques, sur la manière de s'approprier en fait le discours. Donc en le faisant, elles apprennent aussi à apporter un discours en public, et c'est rare encore que ce soit aussi facile de le faire dans les écoles. Et c'est peut-être intéressant parce que ça permet aussi aux étudiants de côtoyer et de découvrir d'autres pratiques. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce que disait tout à l'heure M. Mariotti.
juste avant que tu arrives, je trouvais qu'il y avait une piste intéressante par rapport à ces questions institutionnelles. Il y a quand même des conséquences. C'est pour ça que ça approche sur une conclusion intéressante sur l'effet systémique. C'est-à-dire qu'on forme des professionnels. Donc il y a aussi les enjeux anciens, c'est-à-dire qu'on forme parfois encore les éducateurs, un peu comme on faisait dans les années 70, quoi, avec les grands discours idéalisés, le paradigme incapacitaire, hein, la liste des incapacités, etc. Et là, donc, je trouvais une piste sur qu'est-ce que c'est qu'une approche capacitaire. En fait, voilà, quelqu'un veut conduire. Dans le passé, on lui disait tu ne pourras pas conduire. On préjugeait. C'est un préjugé d'incapacité, alors qu'il y a des ateliers qu'on connaît bien qui apprennent le karting et où des personnes peuvent s'illustrer dans la conduite. On apprenait, moi, quand j'ai débuté, on disait que les personnes ne pouvaient pas téléphoner parce qu'il fallait faire tout un tas de choses pour téléphoner, alors que là, elles arrivent avec des iPhones et elles ont fait des bons. Voilà. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose à entendre sur aussi le dernier point, c'est la formation action. C'est-à-dire qu'il y a des formations qu'on trouve très isolées. Et c'est vrai que les professionnels ont raison, ils reviennent dans un environnement parfois qui est totalement inapproprié par rapport aux évolutions. Alors qu'on avait fait il y a quelques années, par exemple, le professeur Geneviève et l'équipe du réseau Maladies Rares, une journée avec l'association Prisme, où on avait montré des expériences comme les brigades d'accompagnement individuel, où les éducateurs sont formés pour ne pas préjuger, en fait. Ni chevaucher le projet ou le désir de l'autre, ni l'interdire, en fait, et apprendre à trouver des postures étape par étape. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être une piste intéressante, mêlant formation et institution, en fait. Voilà. Merci Richard. Une dernière question et après nous conclurons. Enfin, Ah pardon, Monsieur Mariotti, je suis désolé. Peut-être pour aller en rebond de ce qui a été indiqué, effectivement des formations à l'autodétermination qui pourraient être diligentées à l'endroit des personnes en situation de handicap elles-mêmes, en réalité des premiers concernés finalement. Hein. C'est d'ailleurs même étonnant que ça arrive en dernière pièce à l'édifice, alors que ce sont quand même les premiers concernés. Mais ça, à la limite, effectivement, des fois, on commence à trouver des choses qui apparaissent dans les écoles. Là où ça manque, et c'est peut-être là où c'est le plus étonnant, c'est dans les établissements et services eux-mêmes. Trouver des établissements et services eux-mêmes qui se posent la question de former en interne leurs propres ressortissants, enfin les personnes qui sont accompagnées, à ces questions-là. Et bien vous allez, si vous en trouvez, faut en parler parce qu'honnêtement, il y en a très peu. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont commencé à essayer d'y travailler, mais c'est très compliqué. Là aussi, ce sont les premiers concernés et l'autodétermination, par principe, c'est quand même de donner les moyens à la personne de faire par elle-même pour elle-même, en le caricaturant. Absolument. Sophie, et là-haut. Oui, bonjour. C'est pour une question qui a été relativement peu abordée sur cette journée, c'est le vieillissement des personnes accompagnées et le vieillissement des aidants. Et voilà, c'est une question collégiale à l'ensemble de la table ronde sur qu'est-ce qui est fait pour la formation des professionnels au vieillissement des personnes accompagnées et au vieillissement des aidants aussi. C'est vrai qu'on avait signalé qu'il y avait un enjeu, un défi à relever dans cette journée, c'était de pouvoir évoquer tous les âges de la vie. Alors bien sûr, on n'évoque pas toujours tout, mais sur cette question-là, vous avez des choses de prévues sur, en particulier sur ce public-là, ou les accompagnants des personnes TDI vieillissantes. Est-ce qu'il y a des choses qui se font en continu, en initial ? Alors en initial, moi je vais parler de l'initial. Très concrètement, ça va être les AES aujourd'hui qui ont tous les contenus et qui ont toute l'expertise professionnelle dans le public vieillissant, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, d'ailleurs. Peut-être vous vouliez dire quelque chose sur la formation continue ? C'est pas propre à la formation continue. En fait, ce que vous soulignez, c'est ce qu'on appelle les personnes handicapées vieillissantes, notamment. Il y a une limite aujourd'hui en droit français qui est une limite qui paraît totalement infranchissable. C'est ce qu'on appelle la barrière d'âge à 60 ans.
C'est un système qui a été pensé de cette manière-là, et ça vient jouer sur cette question-là aussi des TDI. Quand on prend le TDI, même dans la définition des TDI, il y a des aspects qui restent encore discutables, même celui de l'âge notamment. Il faut que ça ait commencé dans l'enfance. La question se pose, est-ce que si jamais la personne c'est plus tard, ça veut dire que dans ces cas-là, on ne la considère pas comme une personne en situation de handicap. C'est la même chose pour la barrière d'âge à 60 ans, où en fait, d'un coup, il n'y a pas d'accompagnement qui est envisageable, ou très peu finalement, après 60 ans, parce qu'on ne la considère pas comme une personne en situation de handicap aussi, si jamais elle a été reconnue après 60 ans. Enfin, ça pose des questions fondamentales qui ne sont pas propres à la question d'ailleurs des TDI, mais qui sont des questions de politique publique aujourd'hui qui refusent de passer le Rubicon, quoi. Enfin, qui refusent de passer la question des 60 ans pour aller réellement s'interroger sur quand on vieillit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on perdrait une partie de ses droits. Alors aujourd'hui, les droits sont dits acquis à vie, mais enfin, ça se discute encore pour certains d'entre eux. Enfin voilà, il y a des sujets, ça évolue, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et alors, je ne parle même pas des formations. Si je prends les éducateurs spécialisés, un éducateur spécialisé ne peut pas travailler dans un EHPAD aujourd'hui, pour prendre un exemple concret. Pourquoi ? Est-ce que du coup, parce que les personnes vieillissent, donc leurs familles vieillissent, les fratries vieillissent aussi en même temps, est-ce qu'il y a des demandes du coup, vous, de frères et sœurs un peu plus grands et de parents un peu plus vieux? Est-ce que c'est des choses qui arrivent aujourd'hui? Alors nous, sur les familles, les aidants, la question à chaque fois qui se pose, c'est dans les moments charnières d'orientation. Parce qu'à chaque fois qu'on passe un palier, on sait que le palier d'après arrivera. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez, de mon analyse en tout cas, là, sur ma casquette professionnelle, sur des jeunes que j'ai pu accompagner dans divers foyers de vie ou maisons, il y a quand même de plus en plus, alors on reste ciblé sur les TND, puisque du coup ça c'est ma casquette, mais j'ai pu visiter des masses et des femmes où il y avait des unités qui se créaient, et c'est vrai que les directions étaient quand même très amenées à nous contacter aussi, mais justement par manquement peut-être de ces professionnels qui ont l'habitude de travailler avec tel type de public. Là, je veux dire maintenant, comme de plus en plus, on a mis beaucoup le paquet sur les enfants, adolescents, jeunes adultes qui sont porteurs de TND, qui du coup vont passer sur tous les secteurs adultes, et donc du coup, on vient à la question. Donc ça commence, mais je veux dire, je parle d'un public 20-50 ans. Sur le vieillissement, je me dis ça arrivera aussi, parce que ces publics-là vont finir aussi par arriver après. Donc là, on en est vraiment sur le début d'ouverture de techniques à mettre en place et de formation des professionnels, parce qu'ils s'en rendent compte. Donc je pense que sur, en tout cas, la question du vieillissement, ça finira par arriver. En tout cas, bon, je suis une optimiste dans l'âme, et on bataille pour ça. Voilà. Un dernier mot, Madame Collat, et puis on conclura. Oui, c'est un concept, la question de l'aidant, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Pendant très longtemps, quand on a commencé à en parler sérieusement, ça représente plus de 11 millions de personnes quand même en France, hein, les aidants. Voilà, il faut quand même le savoir. Et ces 11 millions de personnes assurent un boulot qui, par ailleurs, s'ils devaient être salariés ou payés, coûterait fort cher à notre État. Donc, ça mérite le respect, pour commencer. Ces aidants-là, au début, on cantonnait cette notion d'aidant à la personne qui est d'une personne âgée. Et certes, c'est réel, hein, personnes âgées qui ont, soit du fait de l'âge simplement et des comorbidités liées à l'âge, soit du fait du handicap qui évolue et qui est toujours là avec l'âge en même temps. Mais maintenant, la question de l'aidant, elle commence à être prise en compte aussi pour les parents. Hein. On est aidant de son enfant. Je me rappelle d'un parent qui n'a pas voulu entendre cette notion d'aidant de son enfant. Je dis ça parce que ça existe dans le cadre d'une des prestations financières qu'ont les familles, la PCH aide humaine. Ça veut dire qu'on va toucher en tant qu'aidant, on peut toucher en tant qu'aidant une certaine somme pour s'occuper de son enfant. Ah, mais non, mais moi je ne suis pas aidant de mon enfant, je suis parent de mon enfant. Donc c'est quoi cette histoire, quoi? Voilà. Et ce papa, il a mis 2 ans avant d'accepter l'idée que oui, il avait un statut d'aidant. Donc, ce n'est pas si simple que ça comme notion. Ça commence à être travaillé, ça commence à être fait au niveau de la société, les parents, voilà. On est aidant de son enfant, qu'il soit petit, grand ou moyen. Voilà. Il y a de plus en plus aussi
colloques ou de conférences ou de supports, d'études, etc. sur la question des aidants. Il y a des grosses associations d'aidants maintenant en France, le collectif aidant, le collectif Je t'aide, le collectif ceci, le collectif cela. Nous, on en connaît plein aussi qu'on met sur les sites, sur le site pour que les familles aient de l'info, mais il suffit de vraiment... vous avez maintenant de l'info sur cette question-là. Il y a des droits ouverts aussi par les caisses de retraite complémentaires qui, il faut le dire, ont été très en avance, on va dire, sur cette question-là. Or, beaucoup de familles ne savent pas qu'elles ont droit à quelque chose par la caisse de retraite complémentaire. Il y a aussi un statut juridique de l'aidant qui est maintenant posé, qui ouvre des droits à la CAF, etc. etc. Donc, c'est vraiment un domaine qui est en train de beaucoup progresser, quoi. Après, il y a effectivement le passage de différents caps, comme vous le disiez, de l'enfant à l'adolescent, à l'adulte, etc. Et pour les parents, c'est pas simple de se dire ah ben, mon enfant, il a grandi, maintenant, attention, il va devenir un majeur. Alors, il est majeur à 18 ans ou à 20 ans? À la MDPH, on vous dit que l'AEH, qui est une des prestations, elle s'arrête à 20 ans. Mais il est majeur à 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc c'est pas simple. À quel moment on met une protection ou pas? Quels sont les niveaux de protection? La grande question que se posent aussi beaucoup de parents qui vieillissent, qui sont des aidants vieillissants, avec un enfant qui peut avoir, je vous dis, des âges, voilà, et qui se disent, il va se passer quoi après nous, quoi? C'est le frère ou la sœur qui vont prendre le relais. Il se passe quoi après? Donc la question du patrimoine, la question de la transmission, toutes ces questions-là, il faut qu'elles soient traitées, il faut qu'elles soient posées, et il faut surtout que les familles trouvent une info là-dessus. Le problème, c'est que l'info tue l'info. C'est-à-dire que si on donne trop de choses, il y a une errance sur les sites, il y a une errance sur la recherche de documentation. Donc il faut qu'on se saisisse tous les uns et les autres de faire des événements un peu informatifs, ciblés, et réduire ce temps de recherche pour qu'ils aient directement des bons outils pour pouvoir Ça, c'est notre responsabilité à nous tous, professionnels ou voilà, ou voisins. Voilà. Mais la question des danses, oui, c'est un vrai souci de société. Merci, Mme Collat. Professeur Bagdadli, si vous voulez bien me rejoindre, vous pouvez rester, parce que sinon, ça va faire partir les gens si vous partez. Donc, pour qu'on puisse faire une conclusion avec encore beaucoup de monde. Donc, quelques mots de fin avant de passer la parole à Maria. Alors, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout fait en une journée. Alors, désolé pour des thématiques, vie affective et sexualité. Il y a beaucoup de thèmes qu'on n'a pas pu aborder. Ça fera l'occasion pour vous de revenir nous voir. Et on sera ravis de refaire des journées. On n'a pas parlé aussi beaucoup de la recherche sur le TDI. Il n'y en a pas autant que ça. Donc, sur les TND, sur l'autisme, on est bien placé pour savoir que ça avance, mais recherche sur les TDI, il y a encore beaucoup de travaux. Le volet 2 de la HAS sortira certainement plutôt deuxième semestre 2025, portera sur l'inclusion scolaire, l'inclusion professionnelle et les activités de loisirs et de sport. Le 10 décembre, si ça vous intéresse, à l'IRTS, on est invité gracieusement par le réseau Inclusion Professionnelle sur une journée sur l'inclusion professionnelle. Alors, là, pour le coup, ça n'a rien à voir puisque c'est personnes autistes sans déficience intellectuelle. Donc le 10 décembre, vous pouvez venir si vous êtes intéressé par ce public autour de l'inclusion pro. Voilà. Et puis donc, je remercie l'équipe du CEAND, mais Amaria, je pense, le fera, mais toute l'équipe du CEAND qui a vraiment beaucoup œuvré pour ça. Les intervenants. Vraiment, tout le monde a joué le jeu. Merci à ceux qui sont là, mais à ceux qui ont participé à la journée. Les familles, Coralie, Juliette, je crois qu'elles ont bien mérité aussi les remerciements. Merci à vous d'être restés aussi jusqu'au bout. Et puis, professeur Bagdadli, merci à vous et je vous laisse conclure et finir. Merci, parce que comme tu as tout dit, il reste peu de choses à dire. Je voulais vous dire à quel point cette journée a été incroyable. Les témoignages notamment ceux de cet après-midi, ont été très riches tout au long de la journée. Et peut-être, je voulais remercier l'équipe, tu l'as fait, parce qu'il y a une petite dizaine de personnes qui, en coulisses, entre guillemets, se sont vraiment affairées à faire en sorte que cette journée soit le succès que nous avons connu. Moi, je dirais juste un mot. En nous écoutant, je me suis dit qu'on partageait des valeurs universelles, qui sont des valeurs de fraternité, de solidarité, qui ne concernent pas seulement le handicap,
mais que les personnes en situation de handicap nous enseignent et nous recommandent de bien garder en tête. Et je crois que ces valeurs, ce sont des valeurs refuges. Et dans les temps actuels troublés, lorsque peut-être seront remis en question certains de ces principes universels, peut-être que dans notre milieu, au contact des personnes en situation de handicap, ce qui nous oblige à nous rappeler ces valeurs de solidarité, de fraternité, peut-être que ces valeurs refuges nous protégeront de changements que nous ne voulons pas voir arriver. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous remercier d'être venu à l'invitation du Centre d'Excellence. Et puis, je voulais vous dire à propos de la formation sur la déficience intellectuelle que dans le cadre du Centre d'Excellence, nous sommes en train de revisiter une formation sur l'autisme, notre ancien diplôme interuniversitaire sur l'autisme, qui va concerner une population particulière, qui est celle avec handicap intellectuel à l'âge adulte. Donc, je crois que ça répond à une certaine forme de commande, puisque j'ai vu qu'un certain nombre parmi vous regrettaient qu'on n'ait pas évoqué suffisamment cette question de l'âge adulte, du vieillissement. Donc, peut-être qu'on pourra vous apporter ces informations dans le cadre des diplômes universitaires. Voilà, merci et bonne continuation et portez-vous bien. Merci, bon retour à tous. Au revoir.